Bonjour, donc je vais essayer de vous parler de deux études qu'on a fait l'une à la suite de l'autre sur la région de la communauté urbaine de Strasbourg. Donc tout d'abord, on a fait une première étude qui était de déterminer un petit peu les attentes des usagers qui fréquentent les structures. Donc moi je suis Florent Dininou, je suis chargé de recherche dans un XAPA strasbourgeois, à Itac. C'est une structure qui comporte un XAPA, un CARUD, un réseau de médecins généralistes qui s'appelle le réseau des microstructures. Et chacune de ces entités suit à peu près 1000 patients. Donc on a l'habitude de faire dans l'EXAPA, vous aussi, des études, ENACARUD ou autres qui sont demandées par des institutionnels. Et nous, on voulait un petit peu voir si les gens qui fréquentaient les lieux, de quoi est-ce qu'ils avaient envie, qu'est-ce qu'ils voulaient, quelles étaient vraiment leurs demandes et leurs démarches dans le système de soins. Donc la première étude, elle a été entreprise en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Lyon, notamment le docteur Chosgros, puisque c'est lui qui nous a contactés du fait qu'il restait un petit financement PHRC sur un projet PHRC au départ hospitalier, et que sur la région Alsace, il y avait ces différentes structures qui étaient pilotées par une seule association. Donc la première étape de cette première étude, ça a été de contacter différents partenaires sur la région, parce qu'on ne voulait pas avoir uniquement une image de ce qui se passait à Itac, on voulait avoir une image un petit peu plus globale. Donc on a contacté évidemment les XAPA, les CARUD, on a aussi été voir sur les lieux de programme d'échange de seringues pour mettre à disposition des questionnaires, vu qu'il s'agissait à la base d'auto-questionnaires qui avaient été fabriqués par nous-mêmes, assez longs. On avait essayé de les faire tenir sur une page recto-verso, mais c'était une feuille A3, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un petit peu le pourquoi ça a été compliqué par la suite. C'était un petit peu un labyrinthe pour retrouver quand même les questions de certains patients. Donc on a été aussi sur l'antenne mobile, c'est-à-dire c'est un camping-car où il y a des distributions de seringues qui sont faites 2 fois par semaine, dans les consultations jeunes consommateurs, dans des structures d'aide pour les moins de 25 ans comme Opaline. On est passé par l'association UFM ICAR strasbourgeoise qui notamment pilote le distributeur, l'échangeur de seringues fixe. On a intervenu dans le milieu festif, dans pas mal de microstructures de médecins généralistes. Donc pour rappel, juste une microstructure, c'est un psychologue et un travailleur social qui interviennent 1 fois par semaine à des plages hebdomadaires fixes au cabinet du médecin généraliste pour assurer le suivi des patients qui ont une dépendance pharmacologique ou même maintenant sans substance. On est passé par SOS Hépatite, on est passé par le service hospitalier du professeur de Fuendesus, d'autres XAPA de la ville, et aussi la maison d'arrêt de l'Elzo. Le constat, c'est que, même si le questionnaire n'était peut-être pas idéalement présenté, même si on l'avait testé avant et que ça avait fonctionné, c'est que sur 1 an, on avait réussi à récolter 145 avis, c'est vrai, plutôt assez exhaustifs des usagers, mais c'est vrai que c'est quand même pas un effectif très important pour avoir une idée des gens qui étaient notamment hors du système de soins. Dans le petit tableau en dessous, il y a par exemple il y a 145 questionnaires réceptionnés et il y en a 31 qui sont issus du festif. C'est des questionnaires que j'ai fait passer moi-même lors d'un festival en Alsace. C'était un petit peu la phase test du questionnaire. Donc si on enlève les 31 qui ont déjà été passés en un week-end, ça fait 110 questionnaires qui ont été réceptionnés en 1 an, malgré le fait que ça soit multicentrique. Donc ça nous a amené à modifier un petit peu les choses. Et l'année dernière, on a donc décidé avec Philippe Chosgros de répondre à un appel d'offres de la Fondation Gilead pour tester la méthode Respondent Driving Sampling, qui est une espèce de boule de neige, mais où les gens sont rémunérés pour venir faire le questionnaire.
Donc comme il y avait un paiement de l'usager, c'est là que le côté fondation, enfin financement de la fondation, ça a facilité les choses, parce que c'est un petit peu compliqué de faire passer ça auprès d'organismes institutionnels. Donc une fois qu'on a fait cette boule de neige, en fait, les données sont pondérées en fonction de la taille du réseau social de chaque individu. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît beaucoup de monde va avoir une autre pondération que quelqu'un qui connaît très peu de monde ou qui a très peu de contacts. Alors, cette étude, comment ça fonctionne? On choisit au départ un premier patient. Cette personne va faire le questionnaire et il va recevoir 30 €. Donc, ce questionnaire, il est repassé en format A4 classique. Et donc, la feuille A3 recto verso, ça s'est transformé quand même en 15 pages A4. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez long, hein. Il fallait aux personnes... je dirais entre 30 minutes et 1 heure en fonction des capacités cognitives de la personne, mais donc il fallait bien compter 3/4 d'heure quand même, juste pour le questionnaire. Donc cette personne, une fois qu'elle a fait le questionnaire et qu'elle a reçu ses 30 €, on lui affecte un numéro d'anonymat et on lui remet 3 cartes de visite. Et elle-même va devoir faire venir 3 de ses amis consommateurs usagers de drogue. S'il fait venir ses 3 amis avec les 3 cartes, il reçoit 3 fois 20 € pour ce travail de recrutement. Chacune des 3 personnes qui viennent, une fois qu'elles ont fait le questionnaire, elles reçoivent 30 € et la possibilité de faire venir 3 autres personnes. Donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à aller chercher des gens qui ne fréquentent pas les systèmes de soins, même si nous on intervenait sur déjà un panel assez large de milieux, hein, médecine générale, CARUD, XAPA, programme d'échange de seringues. On se demandait s'il y avait donc des gens qui n'étaient pas inscrits dans ces systèmes. On sait qu'il y en a, mais combien est-ce qu'ils sont, quelles sont leurs caractéristiques socio-économiques, etc. Donc le bilan du recrutement, c'est qu'en fait, ça a créé véritablement un buzz sur la zone, hein, comme vous pouvez l'imaginer, parce que donc au final, un usager peut recevoir jusqu'à 90 € s'il remplit le questionnaire et ramène 3 amis. Et donc en 2 mois, on a recruté 330 personnes. On a transformé ça tout de suite, hein, parce qu'on a bien vu que ça prenait. Au début, on n'était pas sûr que c'était un système qui allait marcher, parce que même si on rémunère les gens, est-ce qu'ils vont quand même accepter de venir parler de leur consommation illicite avec une personne qu'ils ne connaissent pas, dans un lieu qu'ils ne fréquentent pas? C'est pas forcément gagné. Donc c'était au questionnaire, il a à chaque fois été repris ensuite, une fois que le patient ou l'usager avait fini de le remplir. Il a été repris avec lui, en tête à tête, et on a discuté chacun des points. Assez rapidement, comme il y avait beaucoup de monde, ça s'est transformé quasiment en séance d'éducation à la santé, je dirais. Je me suis trouvé confronté avec beaucoup de monde qui étaient demandeurs d'informations et qui n'en avaient pas. On va les détailler tout à l'heure. Donc le premier point, c'est qu'il y a eu pas mal d'usagers qui ont été recrutés hors du système de soins. 27% des gens qui ont répondu, qui sont venus dans les 2 mois, n'avaient jamais fréquenté aucun lieu de soins, ni médecin généraliste, ni XAPA, ni CARUD, ni tout autre dispositif hospitalier ou autre, le bus, le camping-car, ils ne connaissaient même pas les structures. Une bonne partie d'entre eux, presque 11%, ont déjà eu affaire à ces dispositifs, mais ne viennent plus parce qu'ils n'y ont pas trouvé ce qu'eux recherchaient. Peut-être les critères qu'on demande, les patients exclus par rapport à leur agitation, à leur agressivité, ou alors les gens qui viennent calmement mais ils trouvent que la réponse n'est pas adaptée à leurs problèmes, etc. Donc ça représente 11% des gens, et 60% des gens fréquentent un système de soins. Alors ça peut être aussi uniquement le médecin généraliste, hein, là-dedans. Alors j'ai fait 3 groupes rapidement par rapport à ce que j'ai vu. Donc ne vous formalisez pas sur les noms des groupes que je leur ai donnés.
C'est pas une idée de classer les gens dans telle ou telle catégorie, mais c'était des points communs qu'ils avaient quand même, qu'ils partageaient entre eux sur certains critères. Le premier groupe qui était assez important, qui est venu, c'était donc des sans domicile fixe, mais depuis un âge très jeune. C'était souvent des jeunes, et ils étaient souvent sans domicile fixe depuis l'âge de 10-12 ans. Donc ça, c'est une première chose qui était quand même étonnante. Moi, c'est vrai que j'ai peu affaire d'habitude aux usagers, si ce n'est pour des analyses statistiques, on va dire, donc sur des données fournies par les médecins, par les centres. Là, sur cette enquête en tête-à-tête avec le patient, j'étais vraiment surpris qu'il y ait une grande partie de la population, ou des usagers, ou des patients, je ne sais pas, qui étaient finalement à la rue depuis un âge très jeune. Ils n'avaient pas de sécurité sociale, ils n'avaient pas de RSA, ils n'avaient aucun suivi, d'aucune sorte que ce soit, aucune info sur les virus. Alors pour eux, hépatite C, hépatite B, pourtant nous, professionnels dans le milieu, on a l'impression que c'est quelque chose qui est ancré, qui fonctionne, le message est passé. Mais alors, est-ce que tu es vacciné pour l'hépatite B? Est-ce que tu as fait dépistage pour l'hépatite C? Déjà, eux, ça s'arrête à hépatite, et encore quand il faut la distinction avec le VIH. Un critère qui m'avait surpris, c'est qu'ils ont une idée de la RDR, de la réduction des risques, mais par contre, c'est vraiment une idée qui leur est propre. Je vais vous donner quelques exemples. À la question « Est-ce que tu as déjà échangé des seringues avec quelqu'un dans le squat ou avec des amis ?» Non, jamais. Nous, quand on s'injecte, on change les aiguilles et on se passe les seringues. Donc pour eux, c'était une conduite sûre. Ou alors d'autres me disaient moi je partage que avec ma petite amie, en sachant qu'à la question combien de petites amies avez-vous eu ces 6 derniers mois, ils peuvent répondre des chiffres comme 15, 18, donc ils ont vraiment énormément de partenaires en peu de temps avec qui ils ont des échanges. Et pourtant eux ils pensent être dans une pratique sûre d'injection. Ils vivent beaucoup en groupe, donc en gros ils sont venus à peu près de 4 squats que j'ai pu repérer avec les discussions avec eux. Et ils ont une vie qui a été... donc depuis longtemps, ils ont dû s'organiser pour eux survivre à leur façon, ou vivre à leur façon, ce qui les met complètement à l'écart de nos sociétés. Ils ont créé comme une communauté, et une communauté n'était pas similaire à une autre communauté. Ils avaient chacun des organisations bien définies. On m'a parlé, par exemple, au sein des communautés, de personnes qui étaient responsables de la loi, de la communauté. Donc dès qu'ils avaient un problème de justice, ils ont comme un référent juridique ou loi, parce qu'il s'y connaît un petit peu mieux, parce que peut-être il a été un petit peu plus souvent enfermé ou des affaires avec la police. Ils ont le référent électricien, quand il faut se brancher, aller piquer du courant quelque part, c'est une personne qui s'occupe de ça. Enfin, moi, je me suis retrouvé avec des groupes de personnes qui étaient finalement très structurées, mais complètement en parallèle de nos sociétés. Alors, ça fait qu'après, on peut s'interroger sur le pourquoi, du coup, ils ne rentrent pas dans les dispositifs de soins qu'on met à leur disposition, parce qu'en fait, ils ne vivent pas dans le même monde que nous, et je pense que si nous, on ne va pas les rencontrer, il n'y aura jamais de connexion entre ces univers. C'est aussi un groupe qui est très dynamique, il bouge beaucoup. Alors, comment vous vous déplacez c'est vrai que moi, je n'y avais pas pensé, ça a l'air tout simple, mais donc ils prennent beaucoup le train. Et du coup, ils ont une mobilité au niveau européen qui est vraiment très facile. Ils montent dans le train, ils partent en Bretagne, ils partent à Bordeaux, ils partent en Allemagne, ils partent dans le pays du Nord. Il y a une fête là-bas, ils montent dans le train, ils vont faire la fête là-bas, etc. Donc c'est des groupes qui sont très mobiles, très ouverts, et qui ont quand même des poids de chute chaque fois à certains endroits. Ils n'y vont pas par hasard, ils y vont parce qu'ils connaissent du monde sur place. Donc le rôle des téléphones portables, le rôle de Facebook aussi là-dessus, où visiblement ils s'échangent aussi des tuyaux sur les produits, sur des pages avec des groupes fermés, où ils créent des groupes pour avoir accès, il faut être coopté, quoi. Et donc c'est beaucoup utilisé par ce groupe.
Et tous avaient en commun, vous l'imaginez, s'il y a 12 ans on se retrouve à la rue, ils avaient tous en commun quand même un parcours familial très très difficile. J'ai en mémoire des jeunes filles qui sont venues, qui avaient 15 ans, qui avaient fui le foyer depuis l'âge de 8 ans. Et moi je me disais juste, mais moi je pensais qu'il y avait une politique d'aide à l'enfance, de protection de l'enfance qui était plus dynamique. Alors un cas, ça peut arriver, 2 cas, ça peut arriver, mais quand on est amené à rencontrer 10, 20, 40 personnes qui nous racontent les mêmes histoires, quand c'est pas 8 ans, c'est 12 ans, ok, mais d'enfants qui sont laissés comme ça un petit peu à l'abandon, et du coup qui se regroupent avec des gens qui connaissent à la rue pour déjà assurer une espèce de survie et de protection, au final. Donc ce groupe-là, c'est le groupe que moi j'ai appelé les invisibles de nos systèmes de soins. Ensuite, il y a un groupe qu'on connaît beaucoup plus. Il y a peu de SDF, ils sont beaucoup plus âgés, ils ont presque tous la Sécu, le RSA, ils sont suivis en structure, ils ont une bonne connaissance des virus, ils connaissent la RDR, ils utilisent les programmes d'échange de seringues, ils vivent souvent seuls, ils ont peu de contacts. Quand on les interroge sur leur projet de vie, ils ont peu de projets de vie, ils ne bougent pas beaucoup, ils ont un parcours de vie qui est aussi difficile. Ça, c'est le groupe que moi j'ai appelé au final les immobiles, du ressenti que j'ai eu avec eux. Et c'est le groupe qui fréquente le plus souvent les structures de soins. Je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça, évidemment, mais j'imagine que ce n'est pas que à Strasbourg où ce public-là, c'est des gens qui sont dans les structures depuis 10 ans, qui ont connu au départ n'avaient pas de RDR, qui ont connu le développement des programmes d'échange de seringues, qui ont appris, qui ont intégré les dispositifs et qui les utilisent. Et au final, il y a le troisième groupe, qui sont les consommateurs cachés. Alors là aussi, je ne pensais pas que le fait de payer les gens, ça allait les faire venir, ces gens-là. C'est des gens qui sont plutôt jeunes, mais qui, eux, sont complètement intégrés dans la vie de monsieur et madame tout le monde. C'est des salariés, ils ont la Sécu, ils ont un revenu d'emploi, ils n'ont pas de suivi, ils ont une bonne info sur les virus, ils connaissent bien les RDR, ils ont des vies de famille, ils ont des enfants, ils pensent avoir une consommation, ils pensent être dans le festif, Lui, moi je prends ça pour me détendre, etc. Après, quand on gratte un petit peu plus, bon, c'est sûr que les problèmes existent quand même, le mal-être de vie, il ressort. Mais eux, ils sont aussi dynamiques, ils ont une grande mobilité. Donc ça, c'est la population cachée. Et là-dessus, j'ai eu par exemple... bon, évidemment, il y a eu des gens du spectacle, on peut l'imaginer, des caméramans, des éclairagistes qui sont venus, des gens qui travaillent dans les zéniths, des choses comme ça. Mais il y a eu aussi des psychologues du travail, des chefs d'entreprise, des artistes, des bouchers, des puéricultrices, vraiment des gens de la société civile normale, de tous les milieux. Et eux, alors, bon, ils ont pris l'argent, comme tout le monde, mais c'était vraiment pas le but premier de leur venue. C'est des gens qui, comme les invisibles, on n'interroge jamais sur les consommations de drogue. Alors j'ai vu beaucoup de présentations depuis mardi soir, où c'est vrai qu'on donne l'avis des sérologies, de ce qui se passe dans l'Exapa, dans les CARU, à l'hôpital. Mais au final, on interroge vraiment qu'une partie de la population. Et avec notre étude, nous on a eu 40% de la population qui ne fait pas partie des gens qui sont interrogés d'habitude. Donc toutes les enquêtes, tous les discours qu'on peut avoir, ils sont réels, ils existent, mais ils ne sont pas représentatifs quand même de l'ensemble de la population. Toutes les personnes qui faisaient partie du groupe des cachés, eux, venaient parce qu'ils avaient entendu ça par le buzz. C'est vrai, bon, mais moi je payais des gens en liquide tout de suite, j'avais l'argent dans la poche, comme je le racontais hier. Et à un moment de l'étude, quand même au XAPA, au CARUD, ITAC, ils reçoivent quand même beaucoup de monde. À un moment, on a été un petit peu dépassé par les événements. On avait 30 personnes qui pouvaient se présenter en même temps le soir. J'ai fait des séances d'éducation à la santé qui ont terminé tard, jusqu'à 22h, 23h. On était en salle de réunion et ils avaient tous des questions sur « Ah, mais comment ça marche ça ? Ah bon, mais je pensais que… » Donc c'était un public qui était très demandeur d'infos. Et les cachés, eux, ils sont venus parce que ils disaient,
pour une fois qu'on demande l'avis ou qu'on s'intéresse aux usagers de drogue, j'ai envie de donner mon avis parce que j'ai pas envie qu'on croie que l'usager de drogue, c'est uniquement le mec qui est paumé, qui a la CMU ou je sais pas quoi, qui travaille pas. Moi, j'ai une entreprise, j'ai 50 bonhommes, je prends de la drogue et je suis content et je veux le dire, j'ai envie de le dire, quoi. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention.